Voilà. Le thème d'aujourd'hui, c'est la crypto-monnaie expliquée dans un jargon africain. Et on a comme invité aujourd'hui Yves Tibé, organisateur des événements à Yaoundé. C'est l'un des leaders de la communauté et qui dynamise assez la communauté par des vidéos. Il s'est démarqué par la qualité des vidéos qu'il a suivies. Il a commencé comme tout le monde ici à suivre d'abord le premier mythe à Yaoundé et puis il a fait un peu plus de recherches. Aujourd'hui, il anime la communauté de Yaoundé. Il fait des vidéos éducatives qui sont publiées sur la chaîne YouTube. Donc, sans plus tarder, bonsoir Yves. Bonsoir, bonsoir Jamal, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Yves, est-ce que tu peux nous faire une présentation en fait de qui est Yves en dehors du fait qu'il soit un membre de la communauté Tezos Cameroun? Bien, Yves de mon état civil complet, Tibé Elon. Yves Cyril. À la base, j'ai un parcours d'ingénieur en réseau et télécommunications. J'ai bossé dans une boîte privée pendant pas mal de temps. Et Oui. pendant 3 années, je crois. Et comme tout entrepreneur, je ressentais un manque, je ressentais une envie de voler de mes propres ailes, une envie de développer davantage mon potentiel et je n'ai pas circonscrit mon potentiel à une boîte précise. Donc, je me lance en entrepreneuriat à plein temps en 2018. Maintenant, par là, j'ai fait l'entrepreneuriat web et l'entrepreneuriat hors ligne aussi, notamment dans l'agro-industrie. L'entrepreneuriat web, c'est tout ce qui est marketing digital. Je m'amuse aussi un peu dans la création de contenu en ligne, etc. Maintenant, la crypto croise mon chemin il y a cela quelques années aussi. Et j'avoue à la base, j'étais quelqu'un de pessimiste. Pas parce que je ne croyais pas en la crypto, mais les personnes qui m'approchaient pour me parler de crypto-monnaie ne m'approchaient pas de la bonne manière. C'était toujours une affaire de placement d'argent ou bien investir ici. Il faut payer tel montant, il y a ci, il y a ça. On ne m'a pas présenté la crypto-monnaie à la base comme quelque chose d'essentiel, ou même de la blockchain en réalité même, et de toutes ces applications. Donc j'ai été réticent, mais après avoir lu un certain nombre de livres, et après avoir suivi un certain nombre de mentors, et je dois dire que ce qui me met la puce à l'oreille, c'est Robert Kiyosaki, parce que je suis abonné à sa newsletter. Donc quand il m'envoie des mails concernant le Bitcoin, qu'on se dit, wow, si un investisseur comme celui-ci s'intéresse au Bitcoin, il y a quelque chose. J'ai donc pris la peine de me former ça et là et de comprendre davantage ce que c'est que la crypto-monnaie. Mais maintenant, comme beaucoup de personnes, je me suis dit, j'ai raté le démarrage du Bitcoin. Donc, est-ce qu'il y a possibilité pour moi de démarrer sur une autre blockchain qui présente un potentiel énorme, potentiel de croissance à au moins 2 chiffres? C'est comme ça que je me suis intéressé à d'autres blockchains, notamment la blockchain Tezos. Et au fil du temps, et comme on dit souvent, lorsque tu veux réaliser quelque chose, lorsque tu as un objectif, tu te rends compte sans faire d'efforts particuliers que tu fais des rencontres de nouvelles personnes, notamment comme celle de Jamal. Tu fais des rencontres, tu assistes à certains séminaires, tu, tu vas à certaines rencontres. Bref, c'est comme si les astres s'alignaient pour que tu sois dirigé vers ton objectif. Donc, je suis comme tout le monde, je ne suis pas un expert en crypto-monnaie, mais je me forme énormément. L'un des avantages que je peux peut-être avoir sur d'autres personnes, c'est que je suis toujours à la quête de nouvelles informations. Parce que je n'aime pas parler d'un sujet de manière légère, j'aime comprendre ça de manière fondamentale et parler avec autorité là-dessus. Donc, pour démystifier les choses, on va parler ce soir de la crypto en des thèmes terre à terre. Terre à terre, comme cela m'a été expliqué, pour que personne ne soit dérouté. Parce que lorsque c'est trop technique, beaucoup de personnes s'égarent. Je peux m'arrêter là pour le moment. Exactement. Merci beaucoup, Tibé. Sans plus attendre, on est à 20, 23 minutes. Sans plus attendre, Tibé, c'est quoi D'accord. la crypto-monnaie? Déjà,
est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce salon qui n'a jamais entendu parler de crypto-monnaie, qui entend ce terme pour la première fois? Moi, c'est pour la première fois que j'entends ça. Ok, super. Donc, on va donc se fixer pour challenge de te permettre de comprendre ce que c'est que la crypto-monnaie ce soir avant la fin du salon. D'accord? Oui, merci. Déjà, attendez-vous à ce que ce soit interactif. Hein. Donc, je vais poser des questions pour que vous interveniez. Donc, préparez-vous toujours à démuter votre micro et à le muter. Bien. La crypto-monnaie, en fait, c'est deux thèmes, c'est deux mots qu'on a joints. Il y a d'un côté crypto, il y a un côté monnaie. Je pense quand même que la monnaie, c'est plus familier. C'est quelque chose, ce sont des mots c'est un mot qu'on a l'habitude d'utiliser. Est-ce que quelqu'un peut nous définir à sa manière ce que c'est que la monnaie? D'abord. Un volontaire, ne soyez pas timide, ça va être interactif. Plus vous contribuez, mieux vous allez sortir de ce salon étant enrichi. Un volontaire. Bon, s'il n'y a pas de volontaire, on va essayer d'avancer plus vite. Il y a un volontaire, oui. On a du mal à saisir. Oui. Allô? Oui, nous t'écoutons. Et je disais tout à l'heure, je vais essayer de définir la monnaie de la façon la plus simple. La monnaie, c'est un bien qui peut être échangé par tout autre bien. Mais l'inverse est impossible. Par exemple, si je dis un bien, par exemple, nous savons tous que la monnaie, c'est un bien qui peut acheter toute autre chose. Mais l'inverse est impossible, tout simplement, si je permets de dire ça. D'accord. Très bien déjà pour la participation. Oui, quelqu'un d'autre peut s'essayer? Oui, de manière prosaïque, je vais juste dire que la monnaie permet l'échange des biens et services. Donc, de manière simple, voilà comment je peux le dire. D'accord. Bien, merci Léa pour vos deux contributions. On va essayer de prendre la définition qui est tirée de Wikipédia. Au moins en tirant une définition d'une source aussi fiable, ça nous permet d'être tous d'accord. Et à partir de la définition de Wikipédia, vous allez voir à quel niveau est-ce que votre définition s'avère un peu incomplète. Donc, Wikipédia définit la monnaie tout simplement comme un instrument de paiement en vigueur dans un lieu et à une époque donnée. Et il y a des termes clés qu'il faut retenir. Je répète, monnaie, c'est un instrument de paiement en vigueur dans un lieu et une époque donnée. Donc, quand on parle déjà de lieu, on parle d'époque. Si on faut revenir à notre contexte précis, on sait par exemple que le franc CFA est en vigueur dans la zone CEMAC et dans la zone Afrique de l'Ouest. Maintenant, à une époque donnée, ça veut dire que le franc CFA est délimité dans le temps. Ça n'a pas toujours été le franc CFA. Si on prend l'exemple, par exemple, de la France qui, en 98 encore, utilisait le franc français. Mais aujourd'hui, la France utilise l'euro. Ça veut dire que la monnaie utilisée dans cet espace, dans le même espace, par exemple, a changé de nom à une époque précise, entre deux époques précises. Donc, quand on parle de monnaie, il faut retenir l'aspect instrument de paiement, c'est pour payer les biens, les services, exactement comme vous l'avez défini. Mais maintenant, il faut retenir que ça, c'est en vigueur. Pardon? Non, je crois que c'est une erreur côté Alifa. Donc, il faut retenir que c'est en vigueur dans un lieu à une époque donnée. Et maintenant, la monnaie en réalité est censée remplir trois fonctions principales. Et les trois fonctions principales de la monnaie sont toutes simples. Il y a d'abord comme première fonction, elle doit jouer le rôle de réserve de valeur. Deuxième fonction, c'est une unité de compte pour calculer. Alors, je ne sais pas si tout le monde a le même problème que moi, mais on dirait que Yves parle tellement bas. Je ne sais pas, vous avez le même problème?
On va essayer de me dire si vous me suivez pas bien. Hein. Pas du tout, je le reçois très, très clairement, là, pas du tout. Ah, Ça doit Moi d'accord. être- également, je le vois très bien. Ok. D'accord. D'accord. Bonsoir. Donc, c'est super. Oui, bonsoir, Bertrand qui nous rejoint à l'instant. Tu n'es pas vraiment en retard, on est en train de définir déjà ce que c'est que la monnaie. Et pour rappel, on disait que la monnaie, c'est un instrument de paiement en vigueur en un lieu et à une époque donnée. Pour prendre un exemple simple, je disais que la France, par exemple, utilisait avant les années 2000 le franc. Et pendant les années 2000, la France a dû muter du franc à l'euro. Vous voyez que dans un lieu donné, mais à deux époques différentes, la monnaie a dû changer de nom. Donc, quand on parle de monnaie, au-delà du fait que c'est un instrument de paiement, il faut retenir, c'est essentiel, hein, l'aspect de lieu et l'aspect d'époque. Maintenant, pour revenir à terre dans le franc CFA, s'il faut délimiter le lieu, notre franc CFA d'Afrique centrale, c'est uniquement disponible dans les pays que constitue le franc CFA. C'est vrai qu'en Afrique de l'Ouest, on parle aussi de franc CFA, mais il y a un problème, ce n'est pas interchangeable. Ça, on pourra revenir là-dessus. Maintenant qu'on a tous défini ce que c'est que la monnaie et qu'on se comprend, on a dit que la monnaie doit jouer trois principales fonctions, notamment une réserve de valeur, une unité de compte pour le calcul économique ou la comptabilité tout simplement, et doit être un intermédiaire dans les échanges. Je répète, la monnaie doit être un intermédiaire dans les échanges. Ça veut dire que moi, j'ai par exemple du macabo et j'aimerais obtenir du sel. Comment puis-je obtenir du sel à partir de mon macabo? Première des choses, je peux vendre mon macabo pour obtenir de l'argent, de la monnaie, et à partir de cette monnaie, je peux pouvoir acheter le sel. Vous voyez donc que pour passer du macabo au sel, je suis passé par la monnaie. C'est donc ça qui joue le rôle d'intermédiaire d'échange. Est-ce que jusque-là, on est d'accord? Oui, jusque-là, on se comprend. Oui, oui, c'est clair pour moi, hein, c'est clair pour moi, c'est pas pour les autres. D'accord. Personne ne doit être perdu. À tout moment, on doit Oui, avancer oui, à ensemble. mon niveau, c'est clair, ça va, on peut avancer. D'accord. Maintenant, quand on parle de crypto-monnaie, pour faire simple, crypto signifie simplement caché. Hein. C'est-à-dire, laissons les gros thèmes techniques et tout ça qui peuvent se cacher derrière. Quand je crypte ce que je veux cacher pour que ce ne soit pas lisible par des personnes indésirables. J'aimerais envoyer une information à Joe Biden, qui est dans le groupe, par exemple. Je n'aimerais pas que, par exemple, c'est M. Ndoum Renault puisse intervenir, puisse interpréter les informations. Alors, je passe par un certain nombre de mécanismes. Donc, j'essaie de cacher ça. On parle dans les cryptos. On parle de cryptographie ou bien tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, quand on lit les termes crypto et monnaie, vous comprenez donc que la monnaie et la cryptographie, parfois on utilise ces termes-là et ça nous égare de la compréhension essentielle. Donc, maintenant, il faut alors comprendre les autres termes qu'on attribue sur la crypto-monnaie. Donc, on parle de crypto-monnaie, on parle aussi de crypto-actifs, on parle de crypto-devises, on parle de monnaie cryptographique ou alors de cyber-monnaie. Pour parler de cryptographie, l'endroit ou le lieu où est-ce que la crypto-monnaie est en vigueur, c'est sur Internet. Tout à l'heure, on disait que la monnaie est en vigueur dans un lieu et dans une époque précise. Maintenant, la crypto-monnaie, elle est plutôt en vigueur où? Quel est le lieu? Internet. Or, on sait tous que Internet a permis aujourd'hui de créer un village planétaire où quelqu'un, à partir du Cameroun, peut échanger avec quelqu'un d'autre qui se trouve en Chine, qui se trouve aux États-Unis, qui se trouve en Malaisie, etc. Donc, la crypto-monnaie, ça règne sur Internet, ça règne sur le cyberespace. Maintenant, quand on parle tout à l'heure, on a parlé des trois fonctions que devrait jouer la monnaie. D'accord? Et parmi les trois fonctions, il y avait le rôle d'intermédiaire. J'aimerais donc vous dire qu'en crypto-monnaie, il n'y a pas d'intermédiaire. Parce que les intermédiaires, en réalité, ce sont les banques. Et la crypto-monnaie n'aimerait pas qu'il y ait encore d'intermédiaire. La crypto-monnaie n'utilise pas d'intermédiaire. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il y a une crise, la crise des supply, en fait, a permis de déceler le rôle
défaillants qu'ont joué les banques dans le système monétaire mondial. D'accord? L'un des problèmes que la blockchain vient de résoudre, c'est qu'on ne veut plus avoir des intermédiaires dans nos transactions financières. Point barre. Je veux quitter avec mon franc CFA du Cameroun, ou bien simplement ma monnaie de mon pays où je me trouve. J'aimerais l'envoyer, c'est pas quoi, en Chine. Je n'aimerais pas qu'il y ait un intermédiaire au milieu. Tout simplement. Parce que les intermédiaires en question ont déjà montré leurs failles. Lorsque je m'aimerais par exemple acheter un... Je vais prendre l'exemple pour qu'on se comprenne davantage. Lorsque j'aimerais par exemple céder une parcelle de terre, la procédure voudrait que je passe par un notaire, n'est-ce pas? Le notaire va jouer le rôle d'intermédiaire entre moi, l'offreur du terrain, et un acheteur qui est demandeur de ce terrain-là. Maintenant, imaginez donc qu'il n'y a plus d'intermédiaire pour une telle transaction. S'il faut revenir dans le côté économique et dans le financier, c'est de ça qu'il s'agit dans les crypto-monnaies. On doit pouvoir échanger sans que les banques n'interviennent au milieu. Et lorsque je parle déjà des banques qui n'interviennent pas au milieu, je crois que ça évoque déjà aussi le côté... Quelqu'un voulait intervenir? Oui, en fait, je voulais encore ajouter sur la bonne présentation que tu es en train de faire, c'est que il faut vraiment qu'on comprenne que lorsqu'on parle de crypto, ça veut dire que on parle de cryptographie exactement comme il le dit, et lorsqu'on crypte quelque chose, ça veut dire qu'on cache quelque chose. Donc, on veut juste protéger quelque chose. Donc, c'est une monnaie protégée. Et en fait, on va faire la corrélation avec la monnaie actuelle. La preuve en est que même la monnaie fiat, les billets là qu'on utilise sont cryptés avec certaines informations à l'intérieur du billet qui permettent d'identifier de façon unique cet argent-là. De telle façon qu'il n'y ait pas de copie. Ça, c'est une façon aussi de faire d'encrypter des informations dans un billet. Et de deux, c'est que on ne peut pas, les billets sont gardés dans un coffre-fort qui a un mot de passe et c'est là-bas que en fait il faut accéder pour aller voler et tout ça. Donc même la monnaie actuelle est cachée, elle est protégée. D'accord? Donc, lorsqu'on parle de crypto, c'est vraiment pas de la sorcellerie, non, c'est juste que on a encrypté on a en fait caché des informations, tu vois, de cette monnaie avec un langage cryptographique. Un langage cryptographique, c'est vraiment un langage, c'est juste une façon de faire communiquer deux personnes sans afficher les informations réelles pour qu'on puisse les voler, en fait. Vous voyez? Donc, c'est exactement la même logique, c'est-à-dire la banque actuelle cache de l'argent dans des coffres forts et tout le reste pour qu'on ne puisse pas accéder n'importe comment et que dans les billets, ils mettent soit des lignes avec ces marques ou alors le montant, la valeur du billet avec une certaine écriture qui ne peut apparaître qu'au quand on fait passer ça dans un rayon vert, des trucs comme ça. Ça aussi, ce sont des données cryptées. D'accord? Donc, crypto-monnaie, bien normal, c'est vraiment la même chose. Il n'y a aucune sorcellerie dedans. La seule chose, c'est que ça permet de pouvoir payer des services. D'accord? Donc, je ne sais pas si on se comprend, si j'ai ajouté quelque chose de nouveau sur ce que vous aviez déjà compris, c'est que vous devez juste comprendre que vraiment crypto-monnaie, c'est que ça permet juste de payer des services. Et comme Yves était en train de dire tantôt, c'est que oui, il y a eu un problème avec les banques, c'était celui de la confiance. Parce qu'on se réveille généralement un matin, on trouve que la microfinance dans laquelle on mettait notre argent a fermé. Ou alors la microfinance ou alors j'ai fait des transactions et j'ai bien fait une transaction, mais ils disent que je n'ai pas eu à faire ça. Et du coup, qu'est-ce qui est attaqué? Ce n'est pas la monnaie qui est attaquée, ce n'est pas le billet, c'est pas le CFA qui est attaqué en fait. C'est la confiance qui est attaquée. Donc la confiance qu'on accorde aux gens qui conservent nos argents, donc notre monnaie en fait. C'est ça qui est attaqué. Parce qu'à cet instant, moi, je vais préférer garder mon argent dans un creux de la maison ou alors j'attache ça dans un pagne parce que pour moi, c'est plus sécurisé là-bas et il n'y a pas que je ne vais pas me réveiller un jour, je vais trouver que l'organe qui gère mon argent a fermé ou alors ils ont carrément décidé même de me voler à ciel ouvert. Et maintenant, la blockchain
qui est la technologie sur laquelle reposent les crypto-monnaies, est venu résoudre le problème de confiance en faisant en sorte que l'information, n'est-ce pas, qu'on pouvait manipuler, parce que lorsqu'une microfinance ferme, elle ne va pas détruire son bâtiment. Non, elle va juste fermer la porte et détruire la base de données. Peut-être si c'était dans un disque dur, ils vont taper le disque dur là au sol ou alors ils jettent ça dans la mer. Tu ne peux plus aller accéder à ces informations. Par contre, la blockchain ici duplique chaque transaction que tu fais dans peut-être 1000 ou 10 000 serveurs. Ça veut dire que tu as 10 000 disques durs dans le monde qui ont la même information, ce qui te permet ici d'être plus rassuré que la personne que tu as fait la transaction ne peut pas nier qu'elle n'a pas reçu ta transaction, sauf si tu as fait l'erreur sur sa clé publique qui fait ici office de numéro de compte en fait. C'est tout ce que je voulais ajouter. Yves, je te relaisse le micro. D'accord, merci pour cette contribution, Jamal. Bien, j'espère que la contribution de Jamal a permis à ce que vous compreniez davantage ce que c'est que la crypto-monnaie. Et déjà, pour revenir sur la monnaie actuelle, vous savez, l'élément le plus important sur la monnaie, déjà, il faut que je vous pose la question. Lorsque vous avez un billet, par exemple, de 10 000 francs, pour vous, quel est l'élément le plus important sur ce billet-là? Est-ce que c'est la tête de la personne qu'on met souvent en image? Est-ce que c'est la couleur du billet? Est-ce que c'est la valeur du billet? Est-ce que c'est tout le processus cryptographique qu'il y a derrière? Est-ce que pour vous, quelle est la partie la plus importante du billet? Quant à moi, la partie la plus importante, c'est sa valeur. Parce que tant qu'il y a de la valeur, tant que ce n'est pas un faux billet, c'est bien important pour moi pour faire des transactions de mes besoins. Ouais. Parce que c'est... OK. Quelqu'un d'autre peut intervenir? En réalité, j'aimerais vous dire que la partie la plus importante d'un billet, c'est son numéro de série. Et si vous regardez souvent les films, vous allez vous rendre compte que très souvent, lorsqu'il y a des cambriolages, les gars qui aiment les films d'action, lorsqu'il y a des cambriolages, on va souvent, à part, vous allez vous rendre compte que les enquêteurs ont besoin du numéro de série pour savoir à quel moment est-ce que le billet, parce que derrière ce numéro de série, il y a pas mal d'informations qui sont cachées derrière, notamment à quel moment est-ce que le billet a été frappé, dans quelle usine ça a été frappé, à quel moment ça a été mis en circulation, etc., etc. Ce n'est pas la valeur du billet qui est mentionnée dessus, parce qu'il peut être falsifié, ce billet-là. Mais comment se rassurer donc que le billet qu'on a en notre possession est falsifié ou non? C'est à partir du numéro de série. C'est pour renchérir en disant donc que même la monnaie fiduciaire actuelle utilise la cryptographie. D'accord? Mais cette cryptographie, elle n'est pas, disons que ça passe de manière inaperçue pour l'utilisateur. Vous ne vous rendez pas compte que c'est là. Beaucoup vont croire que c'est la valeur, beaucoup vont croire que ce sont les billets qui sont dessinés derrière, beaucoup vont croire que, mais c'est ce numéro de série. Maintenant, pour revenir à notre sujet, c'est vrai que Jamal me fait perdre un peu le fil de l'actualité. Maintenant, comme je disais... Je ne vais plus parler jusqu'à la fin. Non, pas de souci. Donc, je vais revenir, je résume la définition pour dire donc que la crypto-monnaie, en fait, c'est une monnaie émise de pair à pair, en fait, sans banque centrale. Et c'est utilisable par le moyen d'un réseau informatique, généralement Internet. Et elle utilise une technologie de cryptographie. Généralement, la cryptographie permet de sécuriser les échanges. Et les principales fonctions de la sécurité sont notamment l'authenticité, la confidentialité et l'intégrité. D'accord? Maintenant, au lieu des banques qui interviennent dans les échanges cryptographiques, ce sont plutôt les utilisateurs qui interviennent dans le processus d'émission et de règlement des transactions. Donc, le rôle que jouaient les banques avant, là, désormais, ce sont les utilisateurs, nous-mêmes, qui intervenons dans le processus d'émission et de transactions au niveau de ces crypto-monnaies-là. Bien, maintenant, on a la définition, vous allez bien vous imaginer depuis quand est-ce que la crypto-monnaie existe.
C'est vrai que le terme crypto-monnaie lui-même, il date de, je crois, c'est 1889. Donc, ça fait pas mal de temps déjà. Mais c'est véritablement en 2009 que le Bitcoin est né. Et le Bitcoin qui est la toute première crypto-monnaie. À ce jour, je crois, à partir du site CoinMarketCap, on évalue le nombre de crypto-actifs environ à 5023. Certaines se sont peut-être rajoutées entre-temps. Donc, il y a pas mal de crypto-monnaies en circulation. Bien. Et la valeur estimée pour toutes ces crypto-monnaies est d'environ 2031 milliards d'euros. Maintenant, avant d'aller plus loin, est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Qui ne comprend pas encore ce que c'est que la crypto-monnaie? En termes de définition, hein, tout simple. Oui, en termes de définition surtout, est-ce que vous pouvez encore reprendre ça de manière simple? La crypto-monnaie, tout simplement, c'est un instrument de paiement légal sur Internet qui utilise, qui est totalement décentralisé, donc qui ne passe pas par les banques centrales pour émettre les différentes transactions et réglementer aussi le secteur. Maintenant, la crypto-monnaie en elle-même, oui. Ah, d'accord. Ah, en fait, je pensais que tu avais chuté, mais si tu dois chuter, tu chutes. Je vais essayer aussi. Non, oui, maintenant, la crypto-monnaie utilise la technologie de la cryptographie pour pouvoir sécuriser les échanges entre les différents utilisateurs. Et comme je disais, associer les utilisateurs au processus d'émission et de règlement des transactions. Elle est en vigueur sur Internet. Donc, sans Internet, vous aurez du mal à utiliser la crypto-monnaie. Donc, son terrain de jeu, si vous voulez, c'est Internet. C'est la monnaie des internautes, en d'autres termes, des cyberactifs. Si tu voulais intervenir, Jamal, t'écoute. Ok, oui, en fait, je voulais compléter en essayant de compléter vraiment ta définition qui est déjà vraiment super. C'est que pour Renaud, ouais, je vais essayer d'utiliser les expressions du village, tu vois. En fait, ce qui se passe, c'est que lorsque tu as ton WhatsApp, tu vois, lorsque tu as ton WhatsApp, je veux vraiment que tu démutes ton micro pour qu'on y aille ensemble, en fait. Lorsque tu as ton WhatsApp et que tu envoies une photo à quelqu'un ou alors un PDF ou alors un voice à quelqu'un, n'est-ce pas? Ou alors tu partages un voice à quelqu'un, tu vas constater que tu gardes une copie de ce voice, n'est-ce pas? C'est bien le cas, en fait, ou c'est pas le cas? C'est le cas, Allô? c'est le cas. Ok, donc tu vois donc que quand tu gardes une copie de ce voice, il y a problème, tu vois. Ça veut dire qu'on ne pouvait pas, avec l'Internet actuel, pouvoir matérialiser un paiement de service parce que l'argent, tu vois, l'argent, quand il faut payer quelqu'un avec de l'argent, il faut bien que ça sorte de ta poche et que ça aille dans la poche de l'autre, tu vois. Et c'est là où tout se joue parce que quand on dit que c'est la monnaie de Internet, c'est pas vraiment comme si c'était, c'est que Internet la monnaie là, la question c'est pourquoi la monnaie là n'est pas là depuis en fait. Internet, ce sont les histoires de 90, 91, par Tim Berners-Lee. Mais pourquoi c'est maintenant qu'on vient déranger les oreilles avec, tu vois? C'est parce que Internet tel qu'il fonctionnait déjà avant ne permettait pas de pouvoir véritablement avoir une monnaie à nous. Tu sais, aujourd'hui, on voit Internet comme un monde planétaire, un village planétaire où les gens, tu peux communiquer avec n'importe qui partout où il est. Mais sauf qu'il restait une dernière chose à cet Internet-là, que je sois capable de payer un service sans utiliser mon compte bancaire qui est logé dans une banque centrale quelque part. Peut-être je veux payer un service, je ne passe pas par Orange Money. Je veux payer par exemple une chaussure, je ne passe pas par ma carte Visa. Je veux payer par exemple, c'est pas, c'est-à-dire, tout ce que tu veux payer sur Internet, tu es obligé de mettre tes coordonnées bancaires, genre, oui, il faut ancrer le numéro de la carte, il faut peut-être ancrer le numéro de compte, il y avait des trucs comme ça. Et là, il y avait problème parce que à cet instant-là, non seulement pour nous qui utilisons Internet, il y a eu brisure. C'est moi ce que je disais tantôt, c'est qu'en 2008, il y a eu ce manque de confiance-là. Mais attends, comment se fait-il que
nous, on pense qu'on est sécurisé avec toi et c'est toi-même qui ferme. Quand tu fermes ta banque, tu fuis avec tout notre argent. Nous, on fait donc comment pour pouvoir continuer à faire nos transactions dans le monde entier. Alors les informaticiens, dont Satoshi Nakamoto, ils ont décidé de créer la monnaie qui serait utilisée sur Internet, dans la forme de monnaie qui serait utilisée sur Internet, en fait. Tu vois? Et maintenant, pour créer cette monnaie-là, ils ont créé ce qu'on appelle la blockchain. D'accord? Et maintenant, la blockchain donc permet aux gens de pouvoir s'échanger un jeton, donc un actif. C'est donc cet actif-là qu'on appelle la crypto-monnaie. Donc, il faut comprendre que, comme on dit, c'est une monnaie qu'on utilise uniquement sur Internet. Oui, c'est vrai en fait. C'est vraiment une monnaie où sans Internet, elle n'existe pas, tu vois, parce que le seul endroit où elle est logée, c'est sur Internet. Et elle permet de pouvoir s'échanger, de s'envoyer de l'argent sans passer par une banque quelconque de façon rapide, instantanée et moins coûteux en termes de frais. Je ne sais pas si vraiment tu as mieux compris ou alors tu as encore des questions. Non, à ce niveau-là, c'est bon. Vous avez expliqué ça. Yus, tu avais une question? Oui, en fait, je voulais compléter un peu ce que tu viens de dire. Donc, j'ai une anecdote là que j'aimerais raconter, en fait. Oui, ok. Oui, en fait, en ce qui concerne les coûts de transaction, je vais prendre un exemple simple. Voilà, moi, je travaille actuellement en freelance. Oui, dernièrement, j'avais travaillé sur un projet pour les Marocains et après avoir travaillé la moitié du projet, ils devaient m'envoyer en fait $150. Maintenant, pour envoyer cet argent, ils ont choisi de m'envoyer ça par Western Union. Et les $150, ça fait environ, je pense, 80 000 quelque chose. Maintenant, lorsqu'ils ont envoyé, j'ai reçu plutôt 63 000. Donc, vous voyez un peu combien Western Union a coupé en termes de coût de transaction. Et donc, avec les crypto-monnaies, le coût de transaction est tellement très bas que on ne peut même pas imaginer. Exactement. Je vais utiliser vraiment des valeurs connues. Moi, par exemple, je me souviens, j'ai envoyé j'ai envoyé 55 000 aujourd'hui à un chocolatier qui est à Ibolova qui a décidé d'accepter les paiements en crypto et j'ai payé en frais 4 francs. Donc, j'ai envoyé 55 000 et j'ai payé 4 francs en frais. C'est 55 000 valeurs en crypto-monnaie. Oui, en fait, 55 000 en crypto-monnaie, donc ça faisait 30... Ça faisait combien? Ça faisait 31 Tezos, oui, 31,2 Tezos. Et j'ai dû, pour faire ce transfert-là, j'ai payé 4 francs de frais et c'est parti en espace d'une minute. Paf, il a reçu son argent. Voilà. Imaginez si on passait par une banque. Donc, voilà. Si on passait par une banque, supposons juste Orange Money, je devais être dans les 200 ou 300 de frais, tu vois. Et lui aussi, je ne sais pas, cette main on va aussi couper quand il va faire le retrait, je ne sais pas. Donc, il y a tout ça. Exactement. Donc, partout où il y a l'intermédiaire, ça ne coûte pas. Ça fait davantage augmenter les frais de transaction. Et en plus, l'intermédiaire impose souvent même son plafond de retrait. Donc, exactement. Alors que sur la blockchain, je vois beaucoup de gens aujourd'hui qui ont du mal, qui veulent peut-être envoyer 20 millions, 30 millions en Afrique et ils ont du mal à le faire, tu vois. Parce que oui, on va demander de créer KYC et après, en fait, beaucoup de documents, genre, donne-nous pour l'argent sort d'eau, des trucs comme ça et tout et tout. Alors qu'en fait, il n'a pas volé, tu vois, mais il ne peut pas envoyer cet argent. Mais par contre, s'il parvient juste à convertir cet argent en crypto, il envoie partout où il veut. C'est-à-dire, il envoie même 100 millions ici, ça passe en un clic. Et attention, il envoie les 100 millions là, il paye. S'il est trop gentil, il paye même les frais de 1000 francs, ça passe.
Voilà. Je ne sais pas si vous m'écoutez là. Oui, Oui, Morty. Mokhtar, on t'écoute. Oui, je viens de rejoindre le salon. Bon, je viens de suivre l'intervention de Jamal et je voulais aller dans cette lancée parce que c'est quelque chose que j'ai vécu et je me suis directement reconnu dedans. Parce que quand j'ai voulu importer une voiture d'Europe, il fallait payer, envoyer l'argent, quoi. Maintenant, quand Oui, je me suis rendu chez Western Union, je ne pouvais pas envoyer une certaine somme. Ouais. Et quand même j'ai pris la carte de plusieurs personnes, je suis allé avec plusieurs personnes pour envoyer l'argent. On a envoyé et après il y avait un problème, un souci. Et une des personnes avec qui j'étais allé avait voyagé. Et quand je suis allé, on me dit que non, il y a que la personne qui peut, n'est-ce pas, venir réclamer, Modifier la transaction. modifier ou faire un truc parce que la transaction était partie, mais ils ont dit qu'ils ont renvoyé la transaction. Il fallait que la personne vienne et la personne avait voyagé pour 2 semaines. Donc, du coup, c'était aussi une opportunité qu'il fallait saisir, sinon il y avait d'autres personnes qui allaient acheter. Donc, du coup, c'est comme ça que j'avais perdu cette opportunité-là. Donc, si Exactement. je comprends ce que Jamal dit, ça veut dire que je peux envoyer autant d'argent et aussi facilement automatiquement. Que c'est en Ouais. non? Tu peux Attention. envoyer autant d'argent, tu Surtout n'as pas entre besoin des cartes l'Europe d'identité et de d'autres l'Afrique. personnes. Oui. Ouais. Oui, en fait, tu peux le faire directement via Ejara. Si tu as une grosse masse, tu peux carrément décider de passer dans les locaux d'Ejara pour le faire, ou alors tu le fais à distance. Tu achètes soit des Tezos, soit des bitcoins, et lui, tu lui envoies des bitcoins ou des Tezos, et lui, il les convertit directement. Parce que là-bas, il y a beaucoup de plateformes, d'accord? Donc, il est converti directement si c'est en dollars, que s'il est dans une zone dollar, il est converti en dollars et il l'utilise normalement. Si c'est que il est dans une zone euro, il est converti en euros, il les utilise facilement. Donc, en fait, c'est ce que beaucoup de gens ne connaissent pas. Tu vois, je suis dans un groupe des hommes d'affaires de la diaspora et chaque constamment ils disent je vous regarde, est-ce qu'il y a quelqu'un au Cameroun pour donner 5 millions à telle personne? Je vais lui donner ça, l'équivalent en euros. Ben moi, je dis, mais utilise la blockchain. Il dit non, les providers de Bitcoin, là, restez avec vos propositions. Il dit, après, j'ai juste dit, le jour que vous allez comprendre ce que c'est que la blockchain, j'espère que vous allez être assez humble pour me remercier, en fait. Voilà, non, c'est que ça résout vraiment Exactement. un gros problème de transfert surtout Allô? entre les Allô, continents. Jamal? Allô, Oui, Jamal? oui, allô, Oui, vous Salah, pouvez bonsoir. intervenir. Alors, bonsoir, Jamal. J'ai une interrogation concernant Oui, les frais de transaction. oui. Ces frais de transaction sont appelés à évoluer négativement ou à évoluer positivement, dans le sens à croître ou à décroître. Parce que vous avez pris une comparaison avec l'exemple là concernant Express Union. Vous voyez que pour moi, la comparaison ne tient pas parce que Ejara, c'est encore quelque chose en promotion et Express Union, c'est déjà quelque chose qui est utilisé depuis. Donc, il fallait comparer Ejara et Express Union dans les frais de transaction dès le départ. Donc, pour moi, la comparaison ne tient pas. Je Je, voudrais donc savoir, ces oui. frais de transaction dans la blockchain ou dans Ejara sont appelés à évoluer positivement ou négativement. Ok, je vais répondre à ta question parce que ta question, en fait, est à deux volets. Tu parles de deux choses. Tu parles des frais et de deux, tu parles de comparaison qui existe qu'on a eu à faire entre Ejara et les différentes plateformes d'envoi, en fait, de remittance. En fait, Ejara n'est juste qu'un portefeuille qui pointe sur la blockchain. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Ejara ferme ou pas, tu as tes 12 mots, tu les importes dans n'importe quel autre portefeuille qui est décentralisé, qui permet d'importer des comptes depuis les mnémoniques.
tu as accès à ton argent. Maintenant, est-ce qu'on doit comparer les deux? Oui. Parce que les deux ici, on ne compare pas Ejara et Western Union. On compare la blockchain et Western Union en fait. Parce que Ejara n'est juste qu'une application pour pouvoir faire des transactions sur la blockchain. D'accord? Maintenant, je ne sais pas si le premier volet, tu as compris que on ne compare pas Ejara et Western Union. On compare plutôt la blockchain et Western Union. D'accord? Maintenant, il existe plusieurs blockchains. Ouais, pour renchérir un peu, Oui, regardez plutôt les agences Western Union comme Ejara. Si vous voulez faire des comparaisons, comparez Ejara à une agence Western Union. Exactement. Vu Mais que la Western Union, blockchain c'est un elle-même, réseau, quoi. on la compare au réseau même Express, même si vous voulez. Exactement. Exactement. Bon, on va focaliser sur les frais de transaction. OK, maintenant, deuxième volet sur les frais de transaction. Est-ce que c'est appelé à prendre la valeur ou pas? En fait, tout ici dépend maintenant de la valeur de la blockchain, de la crypto en question à un moment donné, en fait. Parce que aujourd'hui, Ethereum, on dit que l'Ethereum ressent beaucoup de freins sur son envol parce que les frais de transaction sur Ethereum sont assez élevés. D'accord? Et du coup, ils sont obligés de trouver une solution. Ils l'ont déjà trouvé. Ils ont créé un pont blockchain entre Ethereum et Tezos qui va permettre à ce que les frais de transaction sur Ethereum aussi soient assez réduits. Bon, maintenant, sur Tezos, tu vas carrément, je serai capable de faire un envoi à 2 francs CFA, à 3 francs CFA, ça passe. D'accord? Mais par contre, sur Bitcoin, je vais faire une transaction comme ça, aucun mineur ne va valider ça. Parce que un Bitcoin aujourd'hui vaut 30, c'est dans les 36 000, ça joue entre 30 et 40 000 ces derniers temps. Donc, tu veux envoyer 20 millions de francs CFA et tu veux juste payer pour mes serveurs qui vont miner la transaction 50 francs ou juste 25 francs. En fait, c'est là le problème, quoi. Ça dépend maintenant des cryptos parce que plus la valeur de plus la crypto en question a de la valeur, plus les frais de transaction ont de la valeur. Et cela a été impliqué, vous voyez même, c'est appliqué directement sur Ejara parce qu'avant, les gens pouvaient acheter les bitcoins à hauteur de 20 000 sur Ejara à l'époque. Mais c'était quoi le problème? C'est que tu pouvais acheter pour ce prix-là, mais tu payais en frais quelque chose comme 1000 francs ou 2000. Du coup, en fait, toi qui achètes petit, tu payes parce que la même personne, une autre personne qui va venir acheter pour 20 millions va payer les mêmes 2000. Tu vois? Et là, toi, tu payes parce que le 2000 là, c'est peut-être le seuil pour faire la transaction, pour qu'une transaction passe assez rapidement. Alors que sur Tezos, tu peux carrément faire une transaction en payant les frais de 4 francs. Pourquoi? Parce qu'un Tezos au jour d'aujourd'hui vaut 3 $. D'accord? Donc, je suis sûr que vu que les frais sont payés en Tezos, dans le cas de Bitcoin, c'est en Bitcoin. Dans le cas d'Ethereum, les frais sont en Ether. Donc, du coup, ça veut dire que si un matin tu te réveilles et que le Tezos aussi a pris la valeur peut-être à 2 000 ou à 3 000 $, le 0,001 thèse qui font 2 francs et qui tu utilises aujourd'hui pour faire les transactions va peut-être valoir peut-être 10 $, donc quelque chose comme 5 000 aussi, pour faire toujours passer la transaction, tu vois. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Est-ce que ça va prendre la valeur? Est-ce que ça va perdre la valeur? Je ne peux pas définir cela. Tout va dépendre de la valeur de la crypto à un moment donné. Bon, je voulais, si je comprends bien, je voulais ajouter quelque chose. Bon, en tant qu'entrepreneur, Oui. je pense que pour ma part, en termes de frais de transaction, si on voit comment fonctionne la blockchain et comment fonctionnent les banques qu'on a citées, la blockchain ou bien les entreprises comme Tezos et autres ont moins de charges en fait. Quand on voit les frais les coûts de roulement. C'est sûr Exactement. que
la blockchain, c'est moins de coûts. C'est un peu ce que Orange Money avait fait avec Express Union. Parce que Voilà. du coup, Orange Express Union avait beaucoup de choses à faire, alors que pour faire une transaction, par exemple, il fallait de la paperasse, il fallait des personnes qu'on doit payer pour envoyer, des personnes pour recevoir. La Donc, tout procédure ça, était ce sont des lourde. frais. C'est sûr que l'entreprise, quand il fait ses calculs, il fait entrer ça dans les frais d'envoi et de réception. Alors que Orange Money n'avait pas tout ça, n'avait pas toutes ces choses. Donc, il pouvait faire des frais encore plus bas. Donc, c'est la même chose, je pense, avec la blockchain. C'est pour ça que c'est innovant, parce que on n'a pas besoin de trop faire. Il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de gens, on ne doit pas payer beaucoup de personnes ou bien beaucoup de ressources pour que, n'est-ce pas, ça fonctionne. Donc, du coup, ce qui est sûr, il n'y aura pas match. C'est difficile parce que de l'autre côté, moi, je pense qu'il y a beaucoup de charges par rapport à l'autre. Et de toutes les façons, pour que l'entreprise marche, il faut que ça soit rentable. Donc, et pour qu'elle soit rentable, il faut qu'on fait les dépenses et les profits. C'est là où on peut décider de diminuer ou d'augmenter les frais, par exemple. Donc, je pense, pour ma part, je pense que c'est ça. Tu as tout compris et tu as très bien résumé le problème, en fait. C'est vraiment juste parce que de l'autre côté, tu as des machines qui font, qui font tout et de l'autre côté, tu as des humains qu'il faut payer. En fait, du moins, tu as résumé ça, c'est bon. Et la machine ne se fatigue pas, elle travaille 24 sur 24, 7 jours sur 7. Moi, j'ai mon mineur qui est juste placé devant moi, il travaille 24 sur 24, je ne sais même pas. Donc, du coup, en fait, c'est ça, c'est que pour ça là, dis-toi que peu importe la situation, la blockchain va toujours avoir les frais les moins élevés. Voilà, c'est ça. Ouais, tout à fait. Zélie a une question? Oui, Zélie a une... Oui. Hello. Oui, bonsoir à vous. S'il vous plaît, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a une somme de transaction, la somme de transaction est limitée par la blockchain EJARA ou bien elle n'est pas limitée? Tu peux répéter ta question? Tu as dit la chaîne de transaction, c'est ça? Je parle de la somme de transaction. Est-ce qu'il y a une somme limitée? Ah, sur EJARA. Ou bien nous pouvons envoyer autant d'argent que possible. Oui, en fait, je te comprends. C'est que il y a une somme limitée en fonction du niveau de vérification. Parce que vu que EJARA exerce dans un État, ça veut dire qu'il faut qu'il respecte les lois de l'État, qui est les mêmes qui sont respectées par Orange et tout le reste. Ça veut dire quoi? On appelle ça le KYC, qui est en fait le Know Your Customer. Ça veut dire quoi? Un utilisateur qui vient faire un envoi de 10 millions chez toi, l'État, la loi va te dire, est-ce que tu es capable de donner son numéro d'identification unique, donc sa CNI et tout et tout. Et c'est pour cela que sur l'application EJARA, vous allez constater qu'il y a un endroit où on vous demande de soumettre vos demandes de Know Your Customer. Parce que ça, c'est pour la réglementation. D'accord? Donc, sur EJARA, oui, la quantité est limitée en fonction de la vérification de votre compte. Vous voyez, vous pouvez envoyer peut-être 10 millions juste pour avoir vérifié votre carte d'identité. Si vous voulez envoyer plus, on va vous demander une facture, une facture datant de moins de 3 mois. Et c'est tout. C'est-à-dire, après ça, vous avez carrément le boulevard ouvert avec en fait, une possibilité de faire des grosses transactions, d'accord? Et maintenant, sauf que ça, c'est EJARA, en fait, parce que EJARA fonctionne dans un État. Mais la blockchain ne limite pas. Ça veut dire la blockchain, si tu veux faire une transaction de combien de milliards déjà, Elon Musk, il a acheté des bitcoins pour 1,5 milliard. D'accord? Donc, il a acheté ça en one shot, quoi. C'est pas vraiment qu'il a fait des petits achats. Il a acheté en one shot 1,5 milliard de dollars, attention. Donc, du coup, c'est un peu ça. Donc, en fait, ça veut dire que la blockchain elle-même ne limite pas, mais il faut juste se conformer à la loi de l'État. Du pays où la société exerce. Exactement.
Allô? Donc, pas de limitation au Jamal? niveau blockchain. D'accord, merci. Oui. Oui, Jamal? Allô? oui, 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 allez-y. Alifa a la parole. Alifa a la parole. Ok, merci. Depuis un moment, je fais que vous écouter. Et moi, Oui. c'est ma première fois d'entendre parler de crypto-monnaie. Et c'est grâce à Mouktar Tizé, le jeune entrepreneur. C'est grâce à lui que j'entends parler de crypto-monnaie. Bon, l'activité des crypto-monnaies, mais crypto-monnaie, je vais entendre le mot, mais l'activité en personne. Parce que moi, mon véritable problème, c'est comment l'activité se déroule. Et puis là, je fais que vous écoutez. Et comme moi, j'ai écouté, vous avez donné les limites de banques ordinaires, affiliant, tout ce qui va avec les banques ordinaires qu'on a l'habitude d'utiliser. Et vous avez expliqué la maniabilité ou bien la facilitation des crypto-monnaies ou bien des Tezos. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Parce Oui, que moi, voilà, véritable problème, moi, parce que c'est comprendre exactement comment fonctionne En le fait, réseau ta question, c'est comment on gagne l'argent. Ne te dérange pas. Tibé m'avait menacé. Tibé m'avait menacé. Non, mon frère, ne te sens même pas gêné. C'est que c'est lui qui va répondre à la question là, en fait. Parce que ce monsieur, je m'en vais à une conférence, il me menace, en fait. Ouais. S'il vous plaît, le plus important maintenant, si quelqu'un s'exprime, ça veut dire que depuis j'ai fait que vous écoutez, ça veut dire que j'ai mes questions, soit je les ai alignées quelque part. Permettez-moi de finir avant de couper. Parce que quand vous m'avez, je pourrais perdre le fil d'idée, quoi. Ok. Bon, je disais tantôt, et puis c'est une bonne chose. D'ailleurs, même c'est la plateforme aussi d'abord m'a commencé à m'intéresser parce que échanger clairement comme ça, c'est à l'époque on voyait ça probablement à la télé, on était étonnés, mais je suis rassuré que c'est venu au Cameroun et que je suis actif dans ça. Donc, ce que je disais tantôt, n'est-ce pas, depuis, on ne fait que citer les limites des autres banques. On est en train de mettre la crypto-monnaie devant. C'est une bonne chose parce qu'au début, on sait qu'Orange Money est arrivé. Ce n'était pas facile de convaincre les gens. Donc, c'est maintenant pour convaincre quelqu'un, il faut vraiment comprendre ce que, en plus des mots, ce qu'il va gagner par la suite. Parce que quand tu te places devant quelqu'un pour l'expliquer, qu'est-ce que c'est que la crypto-monnaie, qu'est-ce que tu vas faire avec la crypto-monnaie, il faut d'abord maîtriser cela. Parce que si on envoie les liens aux gens et s'inscrire, je suppose que quand tu inscris quelqu'un, tu as quelque chose derrière. Ça veut dire que c'est un marché en train d'attirer les gens avec des bonus derrière. Donc, particulièrement, n'est-ce pas? Parce que si on parlait des crypto-monnaies, ça veut dire que c'est un facilitateur. Donc, toi, tu es ton propre banque, tu es ton propre comptable, en même temps, tu es le client. C'est ça? On peut dire oui. Ouais, c'est acceptable, ouais. D'accord. Maintenant, moi, mon véritable problème, n'est-ce pas, c'est, vous pouvez nous expliquer comment se passent les transactions chez Tezos en termes de crypto-monnaie, en termes de Bitcoin. Je ne sais pas si je suppose, on a dit le montant, c'est 5 000. Si tu mets 5 000 francs dans ton compte, tu achètes les bitcoins, c'est ça? Les Tezos. Ah, voilà, merci, les Tezos. Donc, je achète par exemple les Tezos. On prend tes 5 000 en francs CFA, par exemple. On te donne les Tezos, n'est-ce pas? Exactement. Si je sais ces Tezos dans mon compte, n'est-ce pas? Vous savez ça que j'ai fait les achats? Exactement. Ouais, vu que tu as payé en Tezos. Ok, c'est ça. Maintenant, et ces Tezos, n'est-ce pas, ça c'est... Quelle est, comment dire, la valeur ajoutée par rapport à mes 5 000 que j'ai changé avec? Ok. Parce que si on trouve... En fait, à un moment, tu as posé énormément de questions. Il faut qu'on moi, je préfère qu'on réponde à tes questions au fur et à mesure. Non, tu non, vas passer. les autres questions, c'est pas important. Voici ma question qui est importante. Ah, d'accord. Ta question, c'est quelle est la valeur ajoutée? Voilà, quand tu transmets, n'est-ce pas? Maintenant, quand c'est stocké
dans ton compte, n'est-ce pas? Et quand ça prend du temps, ça prend de la valeur, ou bien je sais pas quoi, il y a variation. Une variation, oui. En fait, négatif ou positif, ou bien quand est-ce qu'il faut utiliser cela? Yous, le leader de Marois, se propose de répondre à cette question. Yous, à toi le mic. Oui, en fait, tout dépend de ce que tu veux faire. Parce que les gens utilisent les crypto-monnaies pour deux raisons. Soit c'est pour effectuer des transactions, soit pour investir. Si tu mets de l'argent, peut-être pour envoyer à quelqu'un, là, c'est pour envoyer à quelqu'un. Maintenant, si c'est pour investir, puisqu'il faut savoir que les crypto-monnaies, ce sont des actifs financiers. Exactement. Voilà. Et à un moment, leur valeur fluctue sur le marché. Donc, tu peux, par exemple, acheter lorsque le coût est tellement bas. Maintenant, lorsque la monnaie prend de la valeur, tu peux le revendre et embaucher les bénéfices. Donc, je pense que tout dépend de ce que tu veux faire avec au préalable. Exactement. Donc, je vais essayer de mettre juste une petite couche encore, c'est que dis-toi que quand tu achètes, par exemple, aujourd'hui, une pièce de Tezos qui vaut dans les 1900 ou 1700, je ne sais pas, ça doit être dans un truc comme ça. Un matin, en fait, sur un événement, il faut comment tu achètes des actifs. Et du coup, il peut arriver que cet actif prenne de la valeur. En crypto-monnaie, on a deux types d'utilisateurs, en fait. Généralement, on a un site même Croix. Et aujourd'hui, Yous en a encore ajouté un nouveau, vous savez. Il y a ceux qui achètent la crypto juste pour payer des services, donc pour faire des transactions. Il y a ceux qui achètent la crypto juste pour avoir ces actifs et ils les gardent dans le long terme. Là, on les appelle des holders. D'accord? Maintenant, il y a ceux qui achètent, c'est-à-dire le holder lui dit, j'achète ça, j'achète peut-être 100 pièces aujourd'hui qui valent $3. Je vais vendre ça quand ça va valoir même $10. Ça, c'est un prototype de holder. Il y en a qui ont un autre type de holder qui font, moi, j'achète ça, je vais vendre ça dans 10 ans. Il prend sa clé, il part garder quelque part. Dans 10 ans, il revient, la monnaie a pris de la valeur à coup sûr ou alors elle est morte en fait. Ou alors elle a perdu de la valeur. Parce qu'il y a deux événements. Et c'est pour cela que je dirais, nous, on préfère mettre des projets que nous, on sait que ce sont des projets viables. Il y a des plateformes qui proposent des shitcoins, en fait. Maintenant, l'autre type d'utilisateur, ce sont donc ces utilisateurs qui ont décidé de faire du buy and sell. On appelle au Cameroun du buy and salam. Le buy and salam des cryptos. En fait, ça veut dire quoi? Et la logique du buy and salam, c'est quoi? La logique du buy and salam, c'est que dès que c'est bas, j'achète moins cher pour vendre avec mon bénéfice. J'achète moins cher pour vendre avec mon bénéfice. Tu fais ça comme ça toute une journée, tu te fais de l'argent. Ces gens-là, c'est eux donc qu'on appelle les traders. Quand on parle de traders, donc, ce sont ceux qui font le buy and salam avec les crypto-monnaies. Sauf que c'est un jeu très dangereux, en fait. Je préfère déjà vous dire ça. Ceux qui disent que les traders, l'argent est facile, il faut faire très attention, en fait. Je parle par expérience. Ah, ok, merci Jamal. Ça veut dire que si j'ai bien saisi, n'est-ce pas? Ça veut dire que quoi? Jamal? Si pour quelqu'un comme Alifa, par exemple... va chuter rapidement, Salah va prendre la parole. D'accord. Si j'ai bien saisi, par exemple, comme Alifa, s'il veut se faire de gains à long terme, ça veut dire qu'il peut utiliser ce qu'on appelle des spéculations. C'est-à-dire que j'achète les Tezos, je conserve, j'attends quand ça va arriver à un pourcentage plus élevé, je le propose sur le marché, c'est ça? Exactement. Et ce qui est bien même sur au demandeur, quoi. Ou bien ça se vend automatiquement. Ça se vend automatiquement sur les Jara. Ah, ok. C'est-à-dire que si tu proposes, il y a des gens qui ont besoin de Tezos. Non. Dès que tu vas, il y a une fonctionnalité sur les Jara qui est la vente. Donc, dès que actuellement, elle est bloquée parce qu'elle est en train d'être modifiée. Donc,
sur Ejara, ça sera dès que tu veux vendre une crypto, tu mets tout simplement le montant et la crypto que tu veux vendre, tu reçois automatiquement ton Orange Money. Ah, d'accord. Merci pour les précisements. Probablement, il y a d'autres questions par la suite parce que les gens vont aussi se poser des questions. Tibet, tu vas me donner ton Écosse parce que de toute façon, ton salon est animé. Ouais. Ok, Salah, à toi la parole. Tu peux demander la parole. Voilà, Jamal, merci. Non, il n'y a pas Déjà, d'écosse, merci Étienne. parce que tu as soulevé le fait que dans Ejara, cet obstacle-là sera levé dans la vente parce que le trading, je sais que j'étais souvent beaucoup appuyé et par moment, tu m'as fui pour concernant ce volet. N'oublions déjà pas la notion dans le marketing concernant les frais de transaction. C'est une très bonne occasion, moi, avec le parler franc, je vous dis que je peux attirer beaucoup simplement concernant les frais de transaction. Est-ce qu'il y a un document donc qui est commis à cet effet qui présente les frais de transaction tels qu'on connaît Express et tout le reste que je ne veux pas citer ici sans oublier, sans faire de publicité. Ces frais de transaction, parce que apparemment c'est Ejara qui calcule les frais de transaction certainement par un algorithme. Alors, est-ce qu'on peut avoir, nous les naïfs, quelque chose de très simple, un document ou que, je sais pas, sur une plateforme où cela sera présenté. Parce que si je sais que je peux envoyer 1 milliard à 50 francs, mais comment? Je vous dis que j'installe Ejara à l'instant. Oui, en fait, je vais répondre à ta question. C'est que quand tu fais un envoi, c'est-à-dire pour ceux qui ont déjà essayé, lorsque tu cliques par exemple sur Tezos, tu cliques sur envoyer, tu vas voir, il y a deux onglets qui s'ouvrent. Il y a envoyer à un utilisateur Ejara ou alors à un autre utilisateur. Lorsque tu mets par exemple le montant que tu vas envoyer, en bas, il y a une liste déroulante qui est en fait les frais. D'accord? Et ces frais-là, tu peux sélectionner. Sauf que c'est un champ modifiable. Donc, vu que nous sommes dans un marché où les gens ne maîtrisent pas la chose, quelqu'un va se retrouver en train de mettre, il va envoyer 3 bitcoins, je mets l'exemple, il va mettre 1 bitcoin en frais. Parce qu'en fait, il ne sait pas. Donc, il va mettre croix, il met 1, tout simplement, sans savoir que là, il est en train de payer les frais de 20 millions de francs CFA. Tu vois. Et du coup, donc, pour cela, il a donc préféré proposer une liste déroulante des frais, dont les frais bas, qui sont généralement par défaut dans les croix 100 francs, c'est pas ou 200. Sur Tezos, par exemple, sur Bitcoin, je crois que c'est dans les 1000 francs, comme ça. Et c'est payé en Tezos, hein, c'est nous, on calcule, on fait la conversion en CFA. Il y a le medium, il y a le high. Et pourquoi c'est frais? Parce que plus tu payes bien le mineur, plus ta transaction est rapidement validée. Sur Bitcoin, carrément, tu payes mal une transaction, mon ami, tu vas faire des jours et des jours, elle ne passe pas. Alors, il y avait beaucoup d'utilisateurs qui ne comprenaient pas la blockchain, qui venaient toujours donc se plaindre chez Jara que oh, ma transaction a fait une semaine, elle n'est pas arrivée là où j'ai envoyé, et pourtant vous dites que la blockchain résout ce problème. Non, c'était tout simplement parce que le gars a mis les frais peut-être de 200 pour envoyer les bitcoins peut-être de sais pas, peut-être 1 million. Et que le mineur qui a vu les frais de 200 là dit que mon ami, 200 c'est l'argent dans ton village, mais ça ne représente rien en dollars. Du coup, il préfère prioriser les transactions qui payent bien. Donc, quand on parle de payer bien, c'est déjà peut-être 1000 francs de frais ou 2000 de frais. Oui, là, envoie même 100 millions, c'est ton problème. Lui, il regarde, il préfère ce qui paye bien, en fait, en termes de frais de transaction. Ça, c'est le problème sur Bitcoin. Mais par contre, sur Tezos, on n'a pas encore ce problème parce que la monnaie n'a pas encore de valeur. Donc, elle n'a pas encore une grosse valeur. C'est pour cela qu'aujourd'hui, les frais de transaction à 4 francs, 3 francs passent parce que la monnaie en elle-même n'a pas encore une grosse valeur. Mais je suis sûr que quand la monnaie va peut-être atteindre les 1000 $, 2000, 3000 $, tu mets encore les mêmes 4 francs là, les mineurs vont réfléchir 4 fois avant de valider. Tu fais bousiller son serveur pour 4 francs. Tu vois pas, les frais là, c'est son argent à lui qui travaille.
Je ne sais pas si on se comprend un peu. Du coup, Ejara définit donc une liste déroulante des frais. Si tu veux voir les frais, tu vas sur Ejara. Quand tu veux faire la transaction, tu choisis soit les frais bas. Ça veut dire que tu t'engages à ce que même si ta transaction fait 1 jour, 2 jours, tu n'es pas pressé, ça va. Medium, c'est que, OK, ça va aller peut-être dans peut-être 1 minute ou 5 minutes à venir. High, c'est que c'est instantané parce que ce sont les mineurs c'est l'argent des mineurs, en fait. Est-ce que j'ai vraiment répondu à ta question? Voilà, Jamal, moi je comprends assez très bien. Je pose la question dans le sens vraiment général. C'est vrai que si tu n'expliquais vraiment pas ces différents paliers-là, on n'aurait pas beaucoup compris, certains. Mais s'il y a un endroit où c'est véritablement clarifié avec les chiffres, parce que médium, là, moi, j'envoie généralement en médium. J'envoie généralement en médium. Voilà. Mais tu as la valeur convertie, non? Tu as la valeur en CFA. Justement, dans Ejara à l'instant. Mais maintenant, oui, imagine donc, si on a l'habitude de le faire avec, par exemple, Orange Money à l'instant, on est pressé, je vais envoyer, mais si je veux que ça aille, l'opération aille rapidement, il faut que je me dise, bon, j'ai dans la tête que si je vais envoyer 5 000, je veux peut-être, ça peut être combien, 200, 250, j'envoie. Tu vois, c'est à fixer dans la tête, dans le cognitif, c'est déjà fixé. Pas attendre d'abord que Ejara calcule, mais j'ai déjà moi-même les calculs et je les fais rapidement, que ce soit systématique. Tu vois un peu, c'est dans le sens-là que je pose la question. Oui, en fait, tu le sais parce que là, le CFA ne bouge pas trop. D'accord? Donc, le CFA n'est pas assez volatile, quoi. Par contre, tu ne peux pas le deviner sur les cryptos parce que avant de commencer la transaction, que le Bitcoin était à 30 000, au moment où tu peux ancrer les frais, le Bitcoin est à 22 000. Tu vois? Et à cet instant, c'est mieux de faire les calculs à temps réel, en fait. C'est ça le problème, en fait, avec la crypto-monnaie, en fait. C'est que tellement elle est volatile que il faut pas. C'est pour ça que moi, je préfère dire, ceux qui veulent faire dans le trading, assurez-vous que vous avez passé une très bonne formation dessus. Parce que c'est un jeu dangereux. Et c'est la même chose sur le calcul des frais tel que tu veux le figer. On ne fige pas le calcul des frais sur la crypto-monnaie. Tu vois? Tu sais que je paye en termes de frais 0,0001 en termes de frais et tu mets tout simplement tes 0,0001. La quantité que ça fait à l'instant actuel, c'est ton problème. Maintenant, si c'est que ça a beaucoup pris de la valeur, que le même 0,001 la fond est à 20 000. Non, dans ce cas, tu dis, tu ramènes plutôt les frais à 0,00000 de telle façon à ce que tu ramènes les frais à 5 000. Tu vois un peu? D'accord, là, comme j'ai posé déjà 3 questions, c'est souvent mon palier de questions là. Je m'arrête pour l'instant pour ne pas monopoliser la parole. Merci, Jamal. En fait, c'est super. En fait, je suis ravi de l'événement du salon de ce soir. Et sachez qu'il y a l'enregistrement pour ceux qui n'ont pas et ceux qui n'étaient pas là et ceux qui veulent bien réécouter. Les anciens salons aussi sont enregistrés. Donc, on va partager l'enregistrement dans le groupe. Dans le groupe. Ouais, beaucoup se demandaient même ça, alors, je voulais si ça pourrait ajouter être à disponible. Cyril, si vous permettez, avant de poser ma question. Oui. Oui, alors je voulais ajouter ceci à Cyril, si j'ai bien compris. Cyril, ça veut dire que les coûts de transaction ne sont pas figés. Ça veut dire que les coûts de transaction dépendent tout juste des variations sur le marché sur le marché des offres, c'est ça? Parce que quand il y a variation, les frais ne sont pas fixés. Par exemple, si j'explique, par exemple, je comprends un peu ce qu'on appelle sur le marché financier. Je vais essayer d'expliquer comme ça. Parce que sur le marché financier, tu peux maintenant acheter un bien à l'instant T qui coûte, par exemple, 100 francs et le frais, c'est 1 franc. Subitement, ça peut aller à 100 000 francs, mais les frais ne vont pas rester à 1 franc. Soit c'est 0,5, soit c'est 1,5 franc. Ça varie selon le besoin et le montant. Ça, c'est sur le marché financier. Je ne sais pas si ça se passe aussi comme ça sur tes os. Et ce que moi, je voulais aussi comprendre, c'est à quel moment ou bien sur quelle plateforme il faut suivre les variations de
ces Tezos-là? Bon, déjà, même depuis l'application Edjara, vous pouvez suivre l'évolution du cours du Tezos en temps réel. Donc, si vous êtes sur l'application Edjara, vous cliquez sur Tezos. À partir de Tezos, il y a une nouvelle page qui va s'ouvrir et vous verrez l'onglet graphique. Une fois sur graphique, vous voyez instantanément, il y a la courbe en fait qui dessine l'évolution du cours du TES, dans la crypto de Tezos, au fil du temps. Donc, c'est instantané, c'est visible. Maintenant, en dehors de ça, il y a les échangeurs aussi. Vous pouvez voir le cours d'évolution de n'importe quelle crypto-monnaie. Donc, déjà, au niveau des Jara, c'est déjà suffisant même pour ceux qui débutent. Ah, ok. Désolé, mais moi, j'aime trop poser les questions pour qu'on parle. Je voulais juste augmenter un petit truc avant de vous laisser continuer là. D'accord, Mokhtar. Oui, je voulais dire à Alifa que les frais de transaction, en fait, c'est pour les mineurs, en fait. C'est eux qui calculent et vérifient les transactions. Donc, c'est le bloc avant d'envoyer. Voilà, c'est pour eux, c'est eux qui, c'est à eux que les frais de transaction partent. Donc, ce n'est pas des frais où on fixe. Donc, ça dépend aussi, ça dépend des mineurs en fait. Ça dépend des mineurs. Donc, il faut d'abord comprendre ça. Parce que j'ai comme l'impression qu'il y a une confusion là-bas avant de mieux expliquer. Oui, merci Mokhtar, mais il faut nous expliquer un peu ce qu'on entend par mineur en profondeur parce que je ne comprends pas le mineur dans quel sens, selon tes autres, tout ça là. Ça, je n'ai pas compris. Bon, le mineur, ce n'est pas les mineurs, les enfants ou bien les mineurs d'or. Il faut un peu comprendre ça comme les mineurs d'or. Mais en fait, eux maintenant, c'est eux qui partent miner plutôt des crypto-monnaies. Par exemple, si c'est des bitcoins, ils minent des bitcoins. Si c'est des... Il faut comprendre, par exemple, qu'il y a, je pense, 21 millions de bitcoins depuis la création. Donc, ce sont des mineurs qui comment je dis, avec des serveurs, avec des gros serveurs, ils font des calculs et des calculs pour aller creuser cet or-là, qui est la crypto-monnaie en elle-même. Donc, ils créent ces crypto-monnaies en les minant. Et du coup, ils reçoivent des commissions, tu vois un peu, à cause de leur travail, à cause du travail de leur serveur, les calculs qu'ils effectuent. Je ne sais pas si tu comprends. Ah, ok, je comprends. Alors, ça veut dire que c'est eux qui sont entre moi et Tezos, alors. C'est eux qui calculent toutes ces variations-là et ces différentes monnaies-là. C'est-à-dire, comment dire, le petit 1, quelque chose, là, ça part dans l'air comme quoi, comme salaire, quoi. C'est ça? Oui, voilà, c'est un peu ça. Ah, ok. Merci. Excusez-moi encore, par rapport à la vitesse c'est-à-dire la rapidité, pour s'il y a par exemple hausse de la valeur de tes eaux sur le marché, quelle est la vitesse, la connexion, pour avoir la connexion à quel niveau, pour facilement poser sa mise, quoi. Alors, je veux savoir sur quelle vitesse on peut facilement miser pour ne pas que ça chute rapidement et perdre de l'argent. Bon, en fait, je vais laisser l'expert Yves répondre à cette question. Bon, je ne sais pas si là va très bien compris la question déjà parce que vous parlez de la vitesse, etc. Déjà, il faut savoir que une crypto-monnaie, elle est fluctuée. Quand je dis qu'elle est très volatile, c'est juste que la vitesse de variation est très avancée en fait. Maintenant, avant d'acheter une crypto-monnaie, généralement, il y a une expression qu'on aime sans trop donner là, buy the dip. Il faut attendre qu'elle ait chuté à un point qui vous intéresse et pour pouvoir procéder à l'achat. Maintenant, personne d'entre nous, je parle de nous les utilisateurs des blockchains et tout, personne d'entre nous,
n'a la réponse à une quelconque vitesse de variation du cours d'une devise. Vous voyez un peu. Maintenant, il y a donc certains types de personnes qu'on appelle généralement les influenceurs qui, eux, à partir d'une prise de parole, d'un geste ou de ne sais pas quoi, ils ont la capacité d'influencer la variation de cours d'une crypto-monnaie. Maintenant, vous devez intégrer que si vous avez acheté un Tezos, quelle que soit la variation du cours de la crypto-monnaie, votre Tezos reste un Tezos. Maintenant, le Tezos va varier en fonction, par exemple, du franc CFA. Vous allez considérer que vous avez gagné de l'argent. Imaginez, par exemple, que vous achetez le Tezos quand ça vaut 1000 francs CFA. Et ça varie désormais, un Tezos, après 2 jours, un Tezos va valoir 5000 francs CFA. Votre Tezos reste toujours un Tezos. La valeur là, elle est toujours entière. Elle n'est pas modifiée. C'est au moment où vous sortez du marché, c'est-à-dire au moment où vous allez chercher à convertir votre Tezos pour passer en francs CFA. C'est en ce moment-là que vous allez faire une plus-value. Où vous allez passer, par exemple, vous allez obtenir 5000 francs CFA. Or, vous avez acheté le Tezos, l'unité de Tezos à 1000 francs. De même que lorsque vous avez un Tezos et que vous avez acheté par exemple à 1000 francs et que le coût du Tezos chute, ça vaut désormais 500 francs. En réalité, vous n'avez pas perdu le Tezos. La perte sera considérée lorsque vous allez décider de sortir du Tezos, donc de convertir le Tezos en francs CFA. Et la variation, comme je disais, ça ne dépend pas de vous en fait. C'est juste que si vous estimez que... quelqu'un voulait intervenir là? En fait, ce que je voulais dire, en fait, c'est quoi? C'est que sa variation dépend... en fait, il faut savoir que cette crypto-monnaie, d'abord, les crypto-monnaies sont soumises à la loi de l'offre et de la demande sur le marché. Comme tout produit. Donc, c'est comme on dit souvent en économie. Lorsque la demande est supérieure à l'offre, il y a inflation, c'est-à-dire hausse des prix, par exemple. Si l'offre est supérieure plutôt à la demande, là, il y a déflation, baisse des prix. Et c'est le même principe, en fait, qui s'applique avec les crypto-monnaies. Donc, il faut savoir qu'elle est soumise tout simplement à la loi de l'offre et de la demande sur le marché. C'est tout. Donc, sa variation dépend donc de cette loi-là. Voilà, pour faire du terre à terre, donc ça veut dire que quand plus de personnes demandent à acheter du Tezos, sa valeur augmente. Quand moins de personnes, quand beaucoup de gens veulent vendre leur Tezos, alors sa valeur aussi diminue. Tout simplement. C'est comme au marché, non? Vous allez au marché, vous vous rendez compte qu'il y a quelqu'un qui vend, je ne sais pas quoi, disons du riz. S'il y a tellement de personnes qui viennent sur son comptoir demander du riz, il peut s'amuser en sachant qu'il peut augmenter les prix parce que l'offre est inférieure à la demande. Ils sont nombreux à demander ce riz-là, mais par contre, les quantités ne sont pas suffisantes pour servir tout le monde. Alors, il joue là-dessus et il fait augmenter les prix, tout simplement. Par contre, si par exemple, dans le même marché, vous êtes 30 personnes à vendre le même riz et en face de vous, vous avez peut-être 3 personnes qui veulent acheter. Mais mon frère, n'est-ce pas, comment tu vas baisser le prix de ton sac de riz pour récupérer le client? Parce qu'en ce moment, l'offre en riz est nettement au-dessus de la demande de ce riz-là. Voyez pour cet exemple pour vraiment illustrer le principe d'offre et de demande. Donc, dans les crypto-monnaies, c'est exactement la même chose. Voilà, hier par exemple, le prix pour photocopier une carte d'identité a été de 500 devant moi parce que on était déjà à 21h et il n'y avait pas de gars qui faisaient les photocopies avec une seule personne. Et le gars il a dit au client qu'il allait fermer. Et le client dit que non, s'il te plaît, il dit non, lui il a fermé. Et il dit 500 francs. Le gars dit que oui, voilà. C'est vraiment un cas concret, quoi. C'est de ça qu'il s'agit, en fait. C'est ça. Donc, plus les personnes vont demander à obtenir du Tezos, plus sa valeur va augmenter. C'est pourquoi nous voulons que la communauté soit la plus grande possible. Parce que vous, les détenteurs, bien nous, les détenteurs du Tezos, plus les gens vont comprendre l'utilité du Tezos, plus les gens vont adopter cette crypto-monnaie.
dans leurs habitudes quotidiennes, plus sa valeur va augmenter. On est content aujourd'hui parce qu'il y a des partenariats aujourd'hui avec des sociétés qui est déjà Tissé, c'est des sociétés qui acceptent les paiements en Tezos. Ça veut dire que vous voulez acheter du chocolaté, aujourd'hui, vous n'êtes plus obligé de passer en francs CFA. Si le mec vous accepte les Tezos, vous payez votre chocolaté en Tezos. Donc, plus il y a des utilisateurs, plus il y aura des gens qui demandent à utiliser le Tezos, plus la valeur va augmenter. Donc, vous aussi avez votre rôle à jouer aujourd'hui pour pouvoir agrandir la communauté. Exactement. Imaginez-vous que vous avez acheté votre Tezos à, je vais dire n'importe quoi. Moi, quand j'avais acheté les miens, c'était à 600 l'année dernière. Donc, alors je me dis, bon, ok, dès que je me fais un 5000, j'achète peut-être 10 chocolats à 500. Et j'appelle une fois le chocolatier, je dis, bah, je veux les chocolats pour 0, je vais dire n'importe quoi, peut-être, je veux peut-être des chocolats pour 2 Tezos. Je lui envoie les Tezos, il m'envoie le chocolat. Voilà un cas concret pour quelqu'un. Il y a une personne qui a demandé dans le groupe comment il fait pour utiliser mes Tezos. Si aujourd'hui, moi j'ai payé un site internet chez Moctinet en Tezos. En fait, c'est super car c'est vraiment super parce que non seulement je ne me suis pas levé pour aller dire que non, et en plus, j'utilise le bénéfice carrément pour avoir un service. Vous voyez en fait, donc quand vous avez des gains, c'est vraiment comme si vous avez des gains et que vous pouvez les dépenser. Et imaginez en fait un monde comme ça où tu as ton porte-monnaie, tu peux dépenser cet argent, après le lendemain, tu te rends compte que le coût que tu avais créé a été remblé, ou alors tu peux carrément recouvrir le lendemain que ton porte-monnaie est vide. Mais ça ne veut pas dire que tu es devenu pauvre. Non, c'est juste qu'il faut attendre que la valeur remonte encore. Parce que tu ne consommes la perte que lorsque tu vends. Exactement. Je crois que là, vraiment, ça veut dire qu'on est presque à 2 heures. C'est du jamais vu lors d'un salon. Et je ne sais pas, est-ce qu'il y a encore des questions, mais je crois qu'il faut qu'on coupe. Ou alors, vous êtes tellement engagé parce que j'aime bien respecter les emplois du temps des gens, quoi. S'il y a des questions... Je pense qu'on peut couper. Ceux qui ont des questions, ils peuvent continuer à les poser dans le chat directement. Parce qu'il ne faudrait pas aussi que ce soit tellement long, parce que les gens vont écouter l'enregistrement. Exactement. Donc, on va donc dire merci à Yves pour la présentation et l'animation que tu as donnée, ainsi qu'à tout le monde. Merci à Alifa pour tes merveilleuses questions qui nous ont permis de faire comprendre beaucoup de choses. Merci à Moctinet pour les interventions super et des exemples concrets dans le monde de l'entrepreneuriat et la crypto. Merci à Yous pour des présentations et des ajouts super. Merci à Jean Hassen qui est en fait le chocolatier. En fait, il est là, il se cache, mais le gars ne fait que prendre des informations pour voir comment il vend son chocolat en Tezos. Félicitations à toi. Merci à Salah pour tes superbes questions qui ont aussi aidé à édifier beaucoup de personnes et ta présence. Merci à Zena qui est la lead de Tezos et Bolova. Merci au président Joe Biden, son excellence. Merci beaucoup. Merci à tous les organisateurs. Ça a été très dynamique. Bye bye. On se dit à la semaine prochaine pour une autre thématique. Super. Merci beaucoup.